Mesdames et messieurs, dans toute cette fougue, on a le baseball qui, on a les petits matchs là, qui recommencent. C'est le spring training et toutes ces belles petites affaires-là avant même le début du printemps. Mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Ça qui arrive quand tu habites en Floride ou tu fais tes affaires en Floride? Ben, la belle petite température, on s'en fout! À l'année longue, c'est la même saison. N'est rien à balancer. Alors, bon, ben, retour des matchs du printemps. Félix, Aaron Judge, bon, tu me diras, c'est des matchs qui valent pas grand-chose. Ben, on sait comment Aaron Judge se comporte dans les matchs qui comptent pour de vrai en série mondiale. Là. Mais bon, dans ces matchs qui comptent pas, tu vas être bien content quand même de ce que tu vois. C'est vrai qu'en série, c'est juste un gars qui frappe pour 500 puis qui frappe des circuits à tout bout de champ l'année passée. Mais bref, on s'égare. On va revenir au camp d'entraînement. C'est vrai, t'as raison. Là. Écoute, oui, Aaron Judge qui fait son entrée en scène dans les matchs préparatoires. Hier, dans un match que les Yankees ont gagné, dans lequel les Yankees ont gagné, ils ont inscrit 20 points. Aaron Judge a tapé deux monstrueux circuits. Ça fait du bien quand même de revoir ton joueur préféré taper des circuits tellement loin. Là. Il y a quelque chose de vraiment cool. Puis, pas puis moi, on a suivi cette conversation-là. Là. Je pense que dans le monde du sport en général, il n'y a aucun feeling qui est plus cool que de voir un gars taper une balle tellement, tellement loin qu'elle passe par-dessus la clôture. Il n'y a pas de jeu plus cool. Pas juste la clôture, là. Les stands, le troisième deck, puis des fois, le stade au grand complet. C'est tellement le fun. C'est tellement le fun. La balle, elle part tellement loin. Le stade au complet saute. Puis sérieux, il n'y a pas grand-chose qui accote un circuit dans le monde du sport. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Je pense d'après moi, c'est notre esprit primaire d'homme des cavernes de « Hey, je frappe quelque chose avec un bâton. C'est cool! Ah, ben, nice! » Messieurs, vous savez qui a dit ça aussi? Je sais pas. Mark Griffin, qui est passé sur notre émission il y a quelques mois. C'est vrai? Même si ça fait quelques mois, je vous invite à aller écouter l'entrevue disponible sur la plateforme de votre choix. Wow, c'est incroyable. Wow, incroyable plug. T'es-tu capable d'en faire une autre? Demain, mettons, je te laisse juste comme ça. Là, je te donne. Je sais pas, je vais te donner un bâton. Parler de bâton, taper quelque chose avec un bâton. Bon, profitons-en tant qu'à y être. Là, c'est un peu comme notre pause commerciale. Mais on a aussi sorti vendredi notre épisode entrevue du mois de février avec le gardien de l'Armada de Blainville-Boisbriand ainsi qu'espoir au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey, William Lasselle, qui est l'un des noms les plus bouillants à sa position dans la LHJMQ, classé présentement 6e gardien nord-américain. Belle petite conversation et bien sûr avec toujours les fameuses questions un petit peu de repêchage qui en suivent. Donc, disponible sur la plateforme de votre choix. Félix, pour revenir aux choses sérieuses, mon bro est impressionnant. Pour revenir aux choses sérieuses, c'est bon, oui, Judge qui fera toujours parler parce que bon, c'est Monsieur Yankee présentement, là, on s'entend. Mais Jazz Chisholm qui, bon, lui aussi fait discuter parce qu'on commence à parler de sa situation contractuelle dans une entrevue où pour de vrai, je pense que chaque phrase qui t'a sorti, chaque réponse qui t'a sorti, tu peux décortiquer quelque chose et en sortir quelque chose de nouveau. C'est incroyable. Jazz est on connaît Jazz Chisholm qui est un gars qui n'a pas la langue dans sa poche du tout, un gars qui dit le fond de sa pensée, la fameuse cassette, et quand ils ont donné à son arrivée, il l'a pris, il l'a sacré au vidange, j'ai fait, moi, j'aurais pas besoin de ça. Fait écoute, Jazz qui donnait une entrevue à Randy Miller du NG.com et s'est mis à parler de 1001 sujets, a commencé l'entrevue en disant que lui avait un seul objectif dans la vie, c'est de devenir le joueur de deuxième but de l'histoire de la MLB avec le plus grand nombre de circuits. Il a fait son calcul là, parce qu'il sait que Jeff Kent est à 387 exactement. Lui, il est rendu à 110 en ce moment. Et là, Jazz a un objectif pour cette année. Il veut taper 50 circuits, voler 50 buts. Il veut devenir le deuxième membre du club des 50-50 après Otani. Ce qui est, bon, un peu optimiste, mais ça reste quand même un gars qui a fait 30-30 l'an passé, qui est capable de jouer du 40-40 sur 162 matchs. Peut-il se rendre à 50-50 si, dans une année de contrat, ça va lui donner du sacré levier s'il arrive? J'ai des doutes, mais bref, Jazz arrive au calcul. Ne sous-estimons
jamais quelqu'un en année de contrat. Bon point. C'est un bon point. Écoute, mais bref, Jazz qui arrive au calcul que si on tape 50 cette année, ça va l'amener à 160 à peu près. Dépendamment, là, si c'est 52, ce sera 162. Et là, après ça, il estime qu'à coup de 30 circuits par année, il va être capable de se rendre avant la fin de sa carrière. Fait que, bref, le plan de Jazz, c'est 50 circuits cette année, puis une trentaine par année pour le reste de sa carrière. Ce qui est un plan quand même un petit peu optimiste pour un gars qui, à ma connaissance, n'a jamais tapé plus que 32 circuits en une saison. Et qui est déjà âgé de 28 ans. Et qui a 28 ans et qui est très souvent blessé, jamais une saison complète. Bref, on va lui souhaiter, parce que comme Jazz l'a dit, si tu n'as pas des hautes attentes pour toi-même, tu es un loser. Et voilà. Mais non, mais en même temps, quand tu es à ce niveau-là, hein? Ben écoute, non, c'est vrai. Mais écoute, ça reste quand même que Jazz, non seulement a des grandes attentes pour sa saison, mais il y a des grandes attentes pour le marché d'autonomie qui va l'attendre à la fin de la saison. Jazz affirme, l'an passé, il affirmait vouloir un contrat de 300 millions. En fait, il voulait 30 millions par année sur 10 ans, 300 millions. Là, cette année, il est rendu à autre chose. Là, 300 millions sur 10 ans, il ne veut plus rien savoir de ça. Jazz, il veut 35 millions par année sur 8 à 10 ans. Arrangez ça comme vous voulez. Si les Yankees disent « Ouais, tu es avec nous, est-ce que tu nous fais un rabais? » Non, il ne veut rien savoir. Il va considérer n'importe quelle équipe qui offre ça, sauf une. Il y a une équipe que Jazz ne veut rien savoir. C'est pas les Marlins, son ancienne équipe. C'est pas les Angels des ridicules. Par les Angels, il a même mentionné qu'il est intéressé à aller là. L'équipe qu'il ne veut pas, avec laquelle il ne veut pas signer, c'est les Dodgers pour une seule et unique raison. Il ne veut pas prendre la voie facile de se joindre à une grosse équipe. Il veut bâtir son propre programme. Mais écoute, ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est pas le premier qu'on entend dire ça depuis le début de la saison morte. Tatsuya Imai, qui est un partant japonais qui était un des gros noms sur le marché, a fini par signer avec les Astros, mais lui aussi, quand il s'est amené du Japon, a dit « Moi, je veux pas aller avec les Dodgers, je veux battre les Dodgers, je veux pas être avec eux autres, je veux me battre contre eux, puis je veux les battre. » Écoute, c'est sûr que si les Dodgers donnent 75 millions par année à Jazz, puis là, tu viens avec nous, là, peut-être que Jazz va changer d'idée d'un coup, mais a l'air vraiment catégorique sur le fait qu'il ne veut rien savoir les Dodgers. Et écoute, considérant que c'est pas du tout à son avantage de fermer la porte à un énorme marché qui pourrait donner une tonne d'argent, on peut penser qu'il est quand même relativement sérieux là-dedans. Mais bref, ça va être, le cas de ce gars-là sur le marché de l'autonomie va être extrêmement intéressant parce que c'est vrai quand même que ce gars-là a des outils super intéressants. Frappé 30-30 l'an passé, joue de la bonne défense au deuxième but, peut frapper un peu partout dans l'alignement, peut même dépanner au champ centre, a démontré qu'il peut jouer au troisième but. Ça va vraiment être un cas particulier parce que les deuxièmes buts, généralement, ne se font pas payer très cher. J'ai hâte de voir vraiment. Puis, tu sais, c'est facile quand tu penses à un gros deuxième but des Yankees qui va atteindre le marché de l'autonomie. C'est facile de repenser à Robinson Cano, qui était dans la même situation il y a une douzaine d'années maintenant, et que les Yankees n'avaient tout simplement pas payé. Parce que même s'il avait été extrêmement dominant pendant plusieurs années, avait joué des saisons complètes, contrairement à Josh Chisholm, et ils avaient toujours joué avec les Yankees au lieu de s'amener en plein milieu de ses premières années en carrière. Les Yankees ne l'ont pas payé. C'est finalement que les Mariners qui est allé. Les Yankees offraient le plus gros salaire annuel, mais les Mariners offraient plus d'années. Fait que, tu sais, les Yankees ont démontré généralement que payer des joueurs de deuxième but, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on aime faire ou qu'on a l'habitude de faire. Est-ce que Jazz, avec une grosse année, pourrait forcer la main de l'équipe, considérant qu'on vient de ramener le même groupe que l'an passé, puis qu'on a démontré qu'on n'a pas peur de ramener le même groupe que l'an passé? Peut-être. Mais, tu sais, en ce moment, tu regardes ça, les Yankees seraient dans le trouble sans Jazz. Je veux dire, on a beau parler de Judge, on a beau parler de Bellinger et tout, Jazz est un morceau tellement important de cette équipe-là. Ça va être un cas vraiment, vraiment intéressant à surveiller. Surtout qu'on a déjà l'argent de Judge, on a l'argent de Stanton, on a l'argent de Garrett Cole. On a quand même des gros montants sur la masse salariale. J'ai vraiment hâte de voir comment on va gérer le cas de Chisholm à l'hiver prochain. Moi, ce qui m'avait fait rire, c'est quand tu me comptais les demandes salariales de Jazz Chisholm. Moi, je pensais qu'elle allait appliquer la même logique. Sais-tu quoi? Au début, je voulais 300 millions sur 10 ans. Fuck it. Fuck le 400 millions. Je veux 500 millions. 500 millions, c'est direct. 50 millions par année. Let's go. Moi, je pense attends qu'il fasse 50-50. S'il fait 50-50, il va vouloir regarder cette thématique. Écoute, ça va être difficile de le faire parce que les équipes ne seront pas aussi gentilles avec Jazz Chisholm qu'avec Shohei Ohtani pour l'atteindre son 50-50. Ben, quand tu seras derrière Judge, habituellement, tu as quand même un petit luxe. Là.
C'est vrai. C'est un petit Mais peu. j'ai encore en mémoire les Martyrs de la Floride qui ont aidé Ohtani à se rendre 50-50. Mais ça, I digress. I digress là-dessus. Moi, ce que je suis en train de me demander, c'est il va finir où, Josh Chesum, éventuellement? Puis, moi, le monde qui dit que je veux pas prendre la voie facile, je veux pas aller aux Dodgers. Sais-tu qui disait ça il y a 2 ans? Rocky Sasaki. C'est qui était ouvert aux Dodgers? Ce qu'on on racontait beaucoup dans le cas de Sasaki, c'est il voulait pas se ramasser dans l'ombre de, mettons, Yoshinobu Yamamoto puis Shohei Ohtani. Il voulait vraiment être de son équipe. Et que ça voulait laisser entendre de dire, les Dodgers, c'est peut-être pas pour moi. On parlait beaucoup des Padres, notamment avec sa relation avec Yu Darvish. Oui. Ben, qu'est-ce qu'il a fait au final? C'est ramassé aux Dodgers pareil. Mais ça va être intéressant aussi parce que 2026, il va y avoir un lockout. Qu'est-ce que Justin va avoir quand tout le monde va être en lockout? Et il va signer avant le lockout. C'est ça qui risque d'arriver parce qu'il veut. Puis c'est ce qu'il veut aussi. Puis on se souvient aussi, quand il y avait eu le lockout, c'était en 2021. Il y avait eu comme les Rangers du Texas, juste avant le lockout, qui avaient signé Corey Seager, Marcus Semien, presque coup sur coup, juste avant de tomber en lockout, parce qu'on savait que les règles du jeu allaient éventuellement changer, puis on voulait comme avoir, au cas où il y avait des changements, on voulait s'assurer d'avoir ces gars-là signés, comme quoi ça s'en vient avec nous, peu importe. J'ai l'impression, vraiment, l'hiver prochain va être super intéressant, parce que dans l'optique où tout le monde s'attend à un conflit de travail, tout le monde s'attend à une grosse poussée de la MLB pour un plafond salarial. Il y a des gars qui vont vouloir signer rapidement pour s'assurer de ne pas être impacté par ce plafond salarial-là. Et là, tout le monde va attendre après Tarik Skubal, qui va être le gros morceau sur le marché, en assumant qu'il ne signe pas de prolongation, mais un client de Scott Boras, ça ne signe pas une prolongation de contrat avant de se rendre sur le marché. Jazz va rapidement arriver comme étant la deuxième, la troisième meilleure option de ce marché-là. Puis, pour une équipe qui veut un frappeur, une équipe qui a peut-être de la place au deuxième but, et n'importe quelle équipe, sauf peut-être les Diamondbacks, a de la place pour un Josh Chesum au deuxième but. Ça va peut-être aller très vite. Puis oui, il va avoir du levier en le sens que si on veut régler ce dossier-là avant le début du lockout, qui risque d'être probablement le 1er janvier, je pense que la convention collective expire le 31 décembre, il va avoir une poussée rapide pour s'assurer de le gérer. Ça va faire l'affaire de Jazz aussi de signer ça rapidement. Fait que j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler ce marché-là, de manière générale, là, pour Jazz, mais de manière générale dans la MLB à l'hiver prochain. Fait que, mettons, quand les Yankees vont se faire éliminer en série, on n'aura pas un scénario de Josh Chesum qui arrive avec une casquette d'équipe indépendante au cas d'aucune équipe. Ça serait présente devant les caméras pour dire « Je suis ouvert à tout pour ma prochaine signature de contrat. » Mais s'il vous plaît, faites-le. Signez-moi avant le. Oui. En passant, Félix, juste pour te dire, ça expire le 1er décembre 2026. 1er décembre, OK. C'était comme le 30 c'est le 30 novembre, ça expire à partir du 1er décembre. Alors, il va certainement vouloir avoir cette nouvelle entente avant ça. Passons vite ce qui nous reste dans les nouvelles. On va parler de 2 potentiels ou 1,5. On va voir, bref, ancien Blue Jay, ou du moins qui était de cette équipe presque championne. D'ailleurs, beaucoup de similitudes avec ce match de la médaille d'or Canada-États-Unis. Un partisan de sport de l'Ontario passe pas un bon quart d'heure depuis quelques mois. Là. Un quart d'heure? Pop. Oui. Non. On peut remonter. Je comprends que tu t'en vas, mais particulièrement. Les 12 derniers mois ont été particulièrement douloureux. Oh mon Dieu. Que d'habitude. Plus que d'habitude. Pour les confrères ontariens et torontois, je dois dire, je suis quelqu'un d'empathique. Je suis de tout cœur avec vous. C'est tout ce que j'ai à dire. Bref, Pop, reste avec moi ici, là, parce que Bo Bichette, qui était l'une des grosses prises de ce marché de l'autonomie, qui a finalement choisi de mettre de nouvelles. Bien sûr, il y a beaucoup de questions par rapport à où est-ce qu'il va jouer sur le côté défensif. Et présentement, on peut s'entendre pour dire les grandes lignes, c'est que les partisans des Mets apprennent à connaître les carences défensives de Bo Bichette, là.
Hop là, hein? C'est pas facile, hein? Puis, tu sais, Beau Bichette, à sa position régulière, c'était pas monsieur défensif. Là. C'était pas monsieur vitesse, ce qui faisait en sorte que... Ben, souvent, les erreurs de Beau Bichette, c'était surtout de... Il était pas capable de se rendre à la balle, fait qu'il devait faire un jeu un peu précipité pour essayer d'aller pincer le coureur au retrait. Donc, tu sais, c'est pas le bras de Beau Bichette, le problème. C'est plus un premier pas, peut-être être plus rapide aussi, mais là, tu n'as aucune chance de tasser Francesco Lindor. Fait que là, tu t'en vas où? Tu t'en vas au deuxième coussin. Il a été correct dans le temps que dans les séries et tout ça. Mais New York, bienvenue dans l'expérience Beau Bichette dans le champ. Ça fait mal un peu quelquefois, mais vous allez vous rendre compte, quand vous allez avoir besoin d'un double en 7-8e manche, puis c'est lui qui est au bâton avec un coureur en position de marquer, vous allez l'aimer un peu. Mais il va falloir peut-être avaler une certaine pilule quand ça va être vous au monticule. Mais en même temps, je me dis, ça, c'est typiquement le marché de New York. Tu sais, les gros médias new-yorkais qui prennent un peu pour les Yankees, qui se disent, hey, on va faire des clics, puis on va faire des visionnements, puis on va en faire des publications qui vont devenir virales sur les médias sociaux. Mais pourquoi pas prendre un low light d'un joueur des Mets qui vient d'arriver, qui coûte 42 millions de dollars américains, et voilà. Ben, ouais, dans le match, ça n'a pas été glorieux, par exemple, non plus. Non, je dis pas que ça a été glorieux, mais c'est toujours le fait que les médias vont disons qu'ils n'en laisseront pas passer une dans le cas de Beau Bichette. C'est un peu ça le downside un peu du marché new-yorkais. Écoute, en même temps, c'était lui ou c'était Philadelphie. Fait qu'il y avait-tu vraiment une bonne porte de sortie dans son cas? Pas vraiment. Oui, Toronto. Non, parce que Toronto, il s'est jamais fait critiquer pour son jeu défensif. Oh, Félix, ce que t'es facile à harponner, Félix. C'est pour ça qu'on t'aime, Félix. Parlant des Blue Jays, pour terminer ça, là, mais qui sont de discussions quand même intensives, ou du moins, ça commence à être un peu plus sérieux là, avec Max Scherzer. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Parce que, en même temps, on sait que parallèlement, les Jays devront faire sans... je m'en allais dire sans Justin Bieber pour commencer ça. Mais... Le lapsus aurait été drôle. J'aurais approuvé ce lapsus-là complètement. Je me reprends. Les Blue Jays seront sans Shane Bieber pour entamer la saison. Donc, Félix, rendu là, prends ce qui était disponible et Max Scherzer l'est encore aussi. Va chercher un vieil ami. Va chercher ton vieil ami Max, là, qui t'a rendu quand même des fiers services l'an passé. Pas parfait, a manqué une bonne... Les blessures n'ont pas été... Non, mais c'est série. Oh. Ça reste le gars qui a été ton partant au match de la Série mondiale. Ça reste le gars qui a été ton partant au match de la Série mondiale. Puis qui a quand même bien perte. Oui, ça pas parfaitement, mais il n'a pas été mauvais dans les circonstances, considérant son âge et tout. Là. C'était quand même une bonne performance pour Scherzer. Écoute, je suis intéressé de voir surtout à quoi ressemblerait une entente pour Scherzer. On parle quand même d'un gars qui n'est plus jeune et d'un gars qui... Bon, tu sais, on s'entend que ce serait presque assuré un contrat d'1 an. Quel montant? On irait dans du 17-18 millions. Peut-être que c'est un peu ce qu'on peut s'attendre. C'est un peu le marché pour des partants de ce niveau-là. Chris Bassett a eu 18. Fait que, tu sais, Scherzer aurait probablement sensiblement la même chose. Puis, tu sais, on avait à Toronto Shane Bieber qui est blessé justement. Bowden Francis ne lancera pas de l'année. On avait cette belle profondeur-là au monticule qui, tranquillement, pas vite. Déjà, la saison n'est même pas commencée. Le camp d'entraînement est à peine commencé. Ça commence déjà à tomber. Puis, on le sait, dans une saison de baseball, le nombre de lanceurs qui finissent par tomber comme des mouches, c'est assez astronomique. Fait que, oui, tu as Kevin Gausman. Tu as
voyons, Trey Savage, ça va être sa première saison complète, Trey Savage. Est-ce qu'il va être capable de garder le rythme pendant une saison complète? On ne le sait pas. Aux Berrios, ça a été laborieux, il y a des rumeurs de transaction, semble être en voie de rester avec l'équipe. Est-ce qu'il va être capable de rebondir? La question se pose. Eric Lauer, il risque de redevenir partant. Scherzer amènerait de la profondeur, placerait un peu comme tout le monde dans la bonne chaise, puis enlèverait un peu de pression sur les épaules de tout le monde. Je pense que ce serait une idée logique de le ramener. Dans quel état il va être cette année? Est-ce qu'il va encore être capable de te lancer des grosses manches? Est-ce que ça va être l'année de trop pour Max Scherzer? J'ai hâte de voir, mais c'est un nom qui circule. Les discussions seraient de plus en plus sérieuses. Je ne serais même pas surpris, Max Scherzer, disons, signe un peu après le début de la saison. Ça, je ne serais pas du tout surpris que ça arrive. Là. Prennent le temps de voir si, disons, est-ce que ça va bien les Blue Jays. Est-ce qu'une équipe qui est désespérée, qui donne 35 millions pour un an? Là, ça n'arrivera pas, là, mais un gros montant pour un an pour venir les aider parce que le monticule, les lanceurs sont blessés. Peut-être aussi qu'il y a une équipe qui va se dire, ben, gars, on a vraiment besoin d'une option maintenant. On va faire confiance à Max. J'ai hâte de voir. Moi, c'est juste l'optique. Ça, c'est juste dans l'optique de coacher Trey Savage dans cette saison régulière-là. Pour moi, je pense que c'est un no-brainer. C'est un no-brainer ramener Max Scherzer juste pour ça. Je pense que juste pour ça, ça peut valoir la peine. Puis qui sait quelques petits départs quand tu as besoin de dépanner un peu.